Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir Cécile Wendling, prospectiviste et chercheuse en sciences sociales. Elle a notamment dirigé la prospective du groupe AXA. Depuis plusieurs années, elle accompagne les organisations à penser le temps long, à dessiner les futurs possibles et à imaginer des trajectoires désirables dans un monde en profonde transformation. Ensemble, nous avons échangé autour d'une question essentielle. Comment imaginer un futur qui donne envie ? À une époque marquée par les incertitudes et les crises, comment peut-on sortir d'une vision du futur qui ne serait que la simple continuité du présent ? Comment oser penser des ruptures créatrices, ouvrir le champ des possibles et retrouver notre pouvoir d'action. Nous parlons également de notre rapport au temps et de l'importance de maintenir des espaces de bien-être face à l'accélération permanente. Car comme le rappelle Cécile Wendling, pour créer un futur désirable, il faut commencer par l'imaginer. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile, je suis ravie de te recevoir dans Epion Podcast. Merci d'être là avec moi et avec tous ceux et celles qui vont nous écouter aujourd'hui. Ravie aussi d'être là. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, avant qu'on démarre notre échange, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Cécile, te présenter ? Oui, moi je suis prospectiviste, c'est-à-dire que mon travail consiste à aider les organisations, les entreprises à penser le temps long. Donc comment sera le monde dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc ça veut dire souvent faire des études prospectives, donc par exemple des scénarios. Je vais te donner des exemples. J'ai travaillé sur l'avenir des forêts, travaillé sur l'avenir de l'habitat ou sur l'avenir du paiement. Donc à chaque fois, il s'agit de prendre un angle particulier et de comprendre quelles sont les stratégies possibles, par exemple pour mieux gérer peut-être une forêt qui dans 10 ans, 15 ans aura subi du changement climatique, des enjeux aussi liés sur les chaînes de valeur de la production du bois, sur la biodiversité, etc. Et puis j'ai une deuxième casquette, je suis chercheuse dans un labo de Sciences Po et je suis chercheuse associée dans une structure qui s'appelle le Crisis Lab, parce que je suis sociologue des risques et des crises. Et donc moi, je dirais que mon rôle dans cette structure, c'est vraiment œuvrer sur le côté anticipation des risques et des crises. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Alors je pense que tout le monde n'est pas familier effectivement de ce terme de prospectiviste et je voulais qu'on commence justement par un peu de sémantique, Cécile, si tu es d'accord, pour que les gens comprennent ce que c'est qu'une prospective et ce qui la différencie par exemple d'une projection, d'une prévision. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus et surtout nous dire brièvement pour commencer sur quoi tu t'appuies, toi, pour faire tes prospectives, en tout cas tes études prospectives ? Alors c'est une très bonne question. Généralement, on parle de prévision lorsqu'on se projette plutôt à moyen terme et qu'on utilise des données quantitatives. Donc, par exemple, la Banque centrale européenne va faire des prévisions sur les taux d'intérêt, sur la croissance, sur le taux de chômage. Et donc, dans ces cas-là, on regarde dans le passé et toute chose égale par ailleurs, on essaye de dire, voilà, si ça se prolonge, où est-ce qu'on serait dans peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an. Le prospectiviste, lui, va se concentrer sur les ruptures. Qu'est-ce qui pourrait faire que, au lieu d'avoir un taux d'intérêt qui évolue comme ceci ou comme cela, et tout d'un coup une grande rupture, soit une énorme chute ou une énorme augmentation. Et donc, pour travailler sur ces ruptures, on intègre différentes variables, par exemple des variables technologiques, juridiques, politiques, géopolitiques, réglementaires, environnementales, etc. Et toutes ces variables, on joue avec comme un puzzle pour faire ce qu'on appelle des scénarios. Et donc, chaque scénario va explorer des futurs possibles du sujet.
Il existe plusieurs façons de faire des scénarios. Parfois, on peut aussi faire des scénarios pour plutôt construire quel est le futur souhaitable, le futur préférable. Et dans ces cas-là, on peut aussi faire ce qu'on appelle de la prospective participative. Par exemple, si on se demande c'est quoi le futur souhaitable de Saint-Nazaire, et on va échanger avec beaucoup d'acteurs du territoire, des citoyens de la ville, et se dire ce serait quoi notre futur rêvé, préféré. Et ça, c'est aussi important pour imaginer le monde de demain dans lequel on a envie de vivre. Et la première étape, c'est l'imaginer pour pouvoir le faire advenir. Aujourd'hui, on parle parfois d'une crise des imaginaires, c'est-à-dire que les gens sont enfermés dans une vision qui peut faire très peur, en disant l'avenir, c'est forcément le changement climatique, des guerres, etc. Alors oui, il peut y avoir à l'avenir des tensions géopolitiques. Évidemment, le changement climatique et la question de l'adaptation au changement climatique, c'est vraiment un des axes forts de travail. Mais c'est aussi comment, dans cet environnement, on peut retrouver des marges de manœuvre, parce que l'avenir s'écrit tous les jours. Et par nos choix, aujourd'hui, dans le présent, on peut avoir du coup un impact demain. Alors parlons justement un peu du temps. Tu en as un peu parlé en introduction, tu as évoqué le temps long. Et je voudrais qu'on commence par un paradoxe, alors que tu connais sûrement, que je vais reprendre du sociologue et philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a parlé du paradoxe de l'accélération. Donc je vais juste l'expliquer brièvement. C'est plus on a de moyens de communication et de transport, plus on gagne du temps, et plus paradoxalement, on a l'impression, alors je sais pas si c'est un sentiment ou autre, de manquer tout le temps de temps. Et ma question pour toi, c'était dans quelle mesure, justement, faire de la prospective, penser ce temps long, est-ce que quelque part ça remet, tu vois, le temps à sa juste place et ça en fait un allié plutôt qu'un ennemi du quotidien finalement? Alors je vais commencer par le quotidien. Personnellement, j'ai remarqué que si le matin, quand je commence ma journée, j'allume pas tout de suite l'ordinateur, mais je prends un carnet, un papier, un crayon, et je me dis qu'est-ce que vraiment je veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et par exemple, si je dois faire, je sais pas, comme en ce moment, préparer une conférence sur l'éthique en entreprise demain, eh bien, je vais vraiment d'abord écrire ma pensée, justement les philosophes qui m'ont inspiré. Et le fait de faire ça, de reprendre des livres, de reprendre et d'écrire, avant d'ouvrir ma boîte mail, répondre à des questions évidemment, je sais pas moi, comptables ou de futurs clients, et bien en fait, ça m'ancre dans ce qui est important dans ma journée. Et donc oui, à un moment, quand je ferai une pause, je ferai ces mails, mais en fait, mon rapport au temps est dans la présence et l'intensité de ces lectures, de cette écriture. Cela dit, si maintenant je fais un pas plus sociologique, j'aime beaucoup les travaux qui ont lieu en ce moment sur aussi la temporalité et l'IA. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle change dans notre rapport au temps? Et donc, Sami Maroum a écrit, par exemple, sur l'IA et la fin du temps. Je mets beaucoup de guillemets parce que il explique qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on va avoir une combinaison dans la société de différents rapports au temps. Il y aura le temps des horloges. Par exemple, pour une infirmière, il faut toujours faire des gardes, etc. Parce que, évidemment, il faut être dans la considération du rapport du soignant au soigné et donc dans la présence. Il parle aussi d'une deuxième catégorie de rapport au temps, qui est ce qu'il appelle le temps des machines, où il les appelle les gardiens. Donc, c'est ceux qui vont œuvrer à ce que les machines ne plantent pas, ne tombent pas. Donc, par exemple, je sais pas moi, la stabilité du fonctionnement d'un data center. Et puis, il parle aussi du temps personnel, où il dit que finalement, par exemple, un consultant comme moi ne va pas vendre des jours hommes, mais vraiment vendre une prestation avec un honoraire qui correspond également à tout ce qui a été lu, fait, toute l'expérience des 20 dernières années. Et c'est vrai que je me rends compte, en échangeant avec mes clients, que parfois, ils gardent une vision combien vous prenez à l'heure, combien vous prenez à la journée, etc., plutôt qu'être dans un rapport, donc j'irais plutôt un rapport de sous-traitance classique, plutôt d'être dans un rapport de soin de la relation, de la considération, de la co-construction, et de reconnaître aussi la valeur de tout ce qui fait la pensée d'un individu. Donc je trouve très intéressant de voir comment soi-même on réinvente son propre rapport au temps et comment la société autour de nous est en train de reconstruire des nouveaux rapports au temps. Et enfin, ça m'intéresse beaucoup de me dire comment on transmet le goût du temps long autour de soi, aux enfants ou aux grands. Et je crois que c'est aussi redonner le goût de l'effort. On a parfois l'impression qu'en quelques clics, on va tout avoir. Ben non, en fait. Et j'ai tendance à dire que quand on a une pratique de musique, une pratique de yoga ou n'importe quelle autre pratique, ben en fait, ça se construit dans beaucoup de temps. On va pas apprendre en 6 mois à faire de la trompette. Ça demande vraiment une rigueur,
ne pas arrêter en plein milieu parce que sinon on perd ce lien avec ce qui fait dans la durée œuvre. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis et ce que j'entends quand tu expliques là au début ton exercice du carnet, donc c'est effectivement tu reviens finalement à toi, à ton présent, mais quelque part aussi avec tout ce que tu viens de nous expliquer, c'est que tu te reconnectes à toutes tes ressources et à ton vécu, du coup à tout ce qui fait que toi tu es toi aujourd'hui et donc à ce cheminement qui te rend unique, singulier et donc qui se traduit effectivement par un coup dans des prestations, mais je trouve intéressant de se dire voilà, quelles sont toutes mes ressources à l'intérieur pour construire ce futur. Parce que quelque part, on le construit aussi avec... alors tu me diras ce que t'en penses, avec le passé, ou est-ce qu'il faut faire une rupture avec le passé pour construire le futur? C'est une autre question, mais je trouve intéressant de s'appuyer aussi sur ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Alors le terme ressources me plaît beaucoup. Donc il y a des ressources, j'allais dire, très matérielles. Je dis n'importe quoi, est-ce qu'on a accès à une imprimante pour imprimer sa pensée et la relire, des choses comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de ressources immatérielles, comme par exemple la confiance. Mm. Et par exemple, pour pouvoir penser l'avenir autrement, il faut travailler en confiance et avoir des liens de confiance entre les différents acteurs du territoire qui vont se projeter. Et souvent, on a une plus grande vision, je trouve, des ressources matérielles. Par exemple, on va dire combien il nous faut de budget, combien il nous faut d'individus, combien, etc. Et c'est très, très important, mais ça va pas suffire. Donc ça, je trouve très important. Et après, à l'échelle de soi-même, ce qui fait ressources, c'est important d'une part pour garder un bon niveau d'énergie, parce qu'il y a des activités qui nous, j'allais dire, diminuent notre niveau d'énergie, des activités qui nous en donnent beaucoup. Et en fait, trouver, cheminer dans cet équilibre, c'est très important pour garder la ressource. Et puis aussi, ce qui fait ressource, c'est justement nos liens aux autres, les lectures qu'on a, les artistes avec qui on échange, et évidemment aussi le suivi, je sais pas, des brevets scientifiques, du dernier rapport McKinsey. Et donc, personnellement, j'essaie d'avoir un équilibre. C'est pour ça que ma boîte s'appelle Panoramique, avoir un panorama, parce que je crois que c'est en croisant, en hybridant des points de vue différents, qu'on peut imaginer des avenirs aussi d'une façon différente et plus diverse. Voilà. Tu parlais justement de confiance et tu vois, je me suis ressorti une enquête, bon elle date de l'année 2025, mais avec un chiffre qui est assez intéressant, c'est que 90% des Français se disent, en tout cas disent trouver l'avenir inquiétant. Alors bien sûr, il y a des disparités régionales et la France est aussi singulière par rapport aux autres pays, mais la question que je me pose, c'est justement comment on se met en mouvement quand l'avenir nous paraît incertain, quand on est chahuté, parfois traumatisé, hein, parce qu'il peut se passer dans le monde, les catastrophes, les guerres, les crises. Comment on garde cette mise en mouvement, de ton point de vue, pour construire un avenir qui nous donne envie? Je dirais que la première chose, c'est la mise en perspective. C'est-à-dire ne pas penser juste le moment d'actualité qui nous bombarde d'images, je sais pas en ce moment, d'Iran, d'Israël, d'Ukraine, des États-Unis, voilà. Mais se dire voilà, il y a eu aussi des guerres, des tensions tout autour des siècles qui nous ont précédés, et on a su trouver des moments de renouveau, des moments d'espoir, de solidarité. Voilà. Et souvent, on fait comme si l'histoire n'existait pas, alors que cette mise en perspective nous montre des ressorts qui ont existé et peut-être par analogie, on peut s'inspirer de ça. La deuxième chose, c'est que parfois, on se sent impuissant quand on pense à une échelle complètement globale, mais en fait, on peut être puissant à une échelle locale. Par exemple, sur son territoire, dans l'entreprise où on travaille, avec la famille qui nous entoure. Et revenir parfois à une échelle beaucoup plus locale, beaucoup plus incarnée, ça permet aussi de mieux voir un impact. Et enfin, je trouve intéressant aussi de déconstruire un peu notre langage. Par exemple, aujourd'hui, tout est crise. Mais en fait, on catégorise les événements comme des crises. Et le fait de les catégoriser comme ça, crée de l'urgence, crée des nouveaux protocoles de gestion de la crise, etc. Alors oui, parfois, il y a vraiment des crises. Mais il faut faire attention à ne pas tout cataloguer et tout voir avec ces lunettes de la crise. Oui, parce que ça peut aussi nous figer. La crise, on se dit, ben, de toute façon, il y a que des crises, donc qu'est-ce que je vais aller réinventer au milieu de ce chaos de crise finalement? Et oui, et je pense aussi que c'est intéressant de prendre conscience de qu'est-ce qui nous fige, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous stoppe, qu'est-ce qui nous effraie. Et il y a certains penseurs qui parlent aujourd'hui de cognitive filtering, donc de filtre cognitif, en disant finalement qu'est-ce qui va continuer de me nourrir et qu'est-ce que c'est ce fil ininterrompu que peut-être je vais consulter quelques minutes dans la journée, mais dans lequel je m'inscris pas 4 heures par jour. Mais ça demande
prise de contrôle sur notre propre temporalité, ce qui est difficile. Aujourd'hui, on peut rester sur des écrans à scroller sans même se rendre compte du temps, du nombre d'heures que l'on passe. Et je discutais avec quelqu'un qui me racontait que lui-même, adulte, s'était remis un contrôle parental sur son propre téléphone pour se rendre compte, ah là, attends, j'en suis déjà à 3 heures dans la journée d'avoir fait ci ou ça. Et donc, ça aidait la prise de conscience de qu'est-ce qu'on fait de son temps. Et je dirais que, en fait, son temps, c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie. Ouais, je partage beaucoup cette idée et j'aime bien aussi l'idée dans tu vois, dans l'incertitude, il y a quand même une forme de liberté parce que justement le chemin n'est pas tracé, il n'est pas prémâché et donc on peut inventer des possibles. Alors on n'a pas le mode d'emploi et c'est ça qui est un peu déstabilisant, qui peut parfois voilà déstabiliser notre bien-être. Mais quelque part, est-ce que c'est pas en faisant des petits pas? Moi j'aime bien cette idée de commencer par faire un pas et le chemin va commencer à s'éclairer. En tout cas, les possibles vont commencer à apparaître au fil du mouvement finalement. On parle parfois de la méthode ABZ, en disant on est à A, on veut aller à Z. Ce qui compte, c'est le premier pas, c'est le fameux B. Mais je dirais aussi, il faut se rendre compte de l'inégalité face à cette autonomie et cette liberté. Si je suis SDF, je suis dans une immédiateté qui est de trouver à boire ou à manger, ou une possibilité de dormir au calme. Et donc, je n'ai pas du tout la possibilité de me projeter. Par exemple, si j'ai un logement, c'est déjà, j'ai une sécurité de pouvoir me loger, de pouvoir me laver, de pouvoir potentiellement manger dans ce lieu. Et du coup, déjà, ça me donne une marge d'autonomie de possible beaucoup plus grande parce que cette base fondamentale dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité est là. Donc la question aussi, c'est la question des inégalités sociales et comment faire en sorte pour que chacun puisse aussi à son niveau se sentir contributeur et ait l'espace de contribuer. Et aussi, je me rends compte que plus les gens vivent des traumas, plus on est traumatisé, plus le trauma empêche de se reprojeter. Et donc, en fait, être dans la question de comment est-ce qu'on prend soin des autres pour dépasser ces traumatismes qui bloquent dans toute projection possible. Oui, donc finalement, on n'est pas tous égaux, c'est ce que tu nous dis, sur notre capacité aussi à nous projeter dans un temps un peu plus long. Oui, je pense qu'on n'est pas tous égaux, mais qu'il faut aussi accueillir cela, qu'il y a aussi de la richesse à être parfois, par exemple, j'allais dire, les gens qui méditent beaucoup sont vraiment dans une présence au temps présent qui est très forte, qui pour moi ne les détache pas du temps long, parce que c'est souvent en prenant ce temps-là qu'on a aussi des visions, des images de ce qui compte pour nous demain. Mais je pense du coup, il faut aussi conscientiser nos différents rapports au temps. Et pareil dans les organisations. Dans les organisations, il y a un temps de la décision, il y a un temps de l'innovation, il y a un temps, il y a plein de temporalités qui vont se mêler. Et être capable de se rendre compte de comment on navigue dans ces temporalités, c'est fondamental. Parce qu'il peut y avoir des gens qui vont, par exemple, innover très vite, mais après mettre très longtemps à décider. Voilà. Ou à l'inverse, qui vont décider très vite sans qu'ils aient pu vraiment penser leur innovation, qu'elle soit technologique ou sociale. Donc ce lien est fondamental entre ces temporalités et les rendre visibles pour mieux comprendre comment actionner l'organisation dans ces temporalités parfois parallèles. La méditation, je trouve que c'est un très bon exemple. Tu vois, moi, c'est un outil que c'est une pratique, on va dire plutôt, que j'ai adoptée il y a quelques années. Et c'est vrai que ça a vraiment une incidence sur le temps, parce que ce temps de méditation que tu prends, qui est un temps sur lequel tu ne vas pas faire autre chose, fondamentalement, c'est ça dans ta journée, c'est quand même un temps gagné, je trouve, sur la suite, parce que tu es plus en présence sur tes actions suivantes. Et donc, une action qui va par exemple qui peut durer 2 heures, potentiellement va durer moins longtemps parce que tu vas être plus concentré et plus présent. Et je trouve intéressant de se dire que, tu vois, il y a des pratiques comme ça que l'on peut faire où on peut penser que c'est une perte de temps, ou en tout cas c'est un temps perdu versus d'autres actions. Elle donne une autre dimension justement à notre temps. Un autre temps où tout va vite, où on doit tout le temps être dans le faire, dans l'action finalement. Et ce qui est intéressant aussi dans la pratique de méditation, c'est qu'on se donne un temps. Par exemple, je sais pas, on se dit, voilà, je médite 20 minutes. Et on peut mettre un chronomètre. Et du coup, dans ce moment-là, on sort du temps et on n'y sera ramené que quand le gong va sonner. Et c'est une technique qui s'appelle aussi la méthode Pomodoro, la méthode tomate. C'est-à-dire qu'on peut, l'idée c'était d'avoir un petit compte-minutes. Alors souvent, il ressemblait à une tomate, d'où le nom en italien.
Mais parfois, ça peut être utile aussi de se dire, voilà, je prends 35 minutes, j'ai besoin de faire, je sais pas moi, ce discours de départ à la retraite pour un collègue. Voilà, je me donne, je sais pas, 35 minutes pour aller voir des collègues qui l'ont connu, pour moi-même écrire cette trame et arriver à ce discours. Et après, au bout de 35 minutes, je ferai une pause. Donc, j'irai dehors au soleil, prendre un café, et puis je remonte au bout de 10 minutes. Et de nouveau, je mets un timer de 35 minutes pour finir ce tableau Excel que je dois rendre sur tel ou tel indicateur. Et ça permet de faire des sortes de boîtes de temps. De même qu'on a une boîte pour méditer, on peut avoir des boîtes de temps pour réaliser des choses. Et je pense par rapport à Hartmut Rosa, ça évite cette sensation d'accélération permanente. Et presque aussi, en philosophie, Heidegger parle du dévalement. Donc on dévale, et je trouve intéressant de se dire comment on sort aussi de cette posture. Oui, et quelque part, on reprend la responsabilité aussi de son temps. La responsabilité, tu vois, de pas se laisser polluer par toutes les notifications. Quand je fais quelque chose qui est important pour moi et que je me donne ces 30 minutes pour le faire, je reprends la responsabilité de mon temps et donc je dis non aussi à d'autres choses qui viennent un peu bousculer la qualité de mon temps, quoi. C'est pour ça aussi qu'il faut que les organisations permettent cela. Ouais. Si je suis dans une organisation qui attend de moi que je réponde à mes mails dans l'immédiateté, c'est très difficile pour moi de stopper le fil des emails pour pouvoir me concentrer. Et donc, il y a des organisations qui aujourd'hui réfléchissent à aussi, par exemple, des journées sans réunion. Oui. C'est-à-dire, le vendredi, il n'y a pas de réunion pour que les gens aient vraiment le temps de penser, d'écrire, voilà. Donc, le temps, il n'est pas que individuel. C'est aussi un temps social. Et en ça, à une époque, dans le nord de l'Italie, puis ça a été repris dans certaines villes françaises comme Poitiers, il y avait des bureaux des temps. Et le bureau des temps, c'est de voir comment réorganiser la temporalité à l'échelle d'une ville. Et par exemple, en Italie, ils s'étaient rendu compte que, je sais pas, la première semaine de septembre, les mères italiennes couraient partout parce qu'il fallait s'inscrire à l'école, aller chercher les fournitures scolaires, inscrire au sport, au catéchisme, je sais pas moi, à la musique. Et en fait, les personnes vivaient dans un stress de ne pas rater ce début de l'année, en plus souvent pour différents enfants, et en même temps s'occuper des grands-parents, travailler, etc. Et donc, ils se sont dit, OK, le bureau des temps de la ville, est-ce qu'on peut pas créer un lieu, par exemple, au gymnase, où il y aura à la fois l'école, les associations, etc., tout ce qu'il faut, pour que la personne, elle va à un endroit. Et elle n'a pas besoin de faire la queue 15 fois, de traverser 15 fois, etc. Et donc, ça demande de repenser les temps collectifs pour faire société, pour bien vivre ensemble. Et aujourd'hui, la question des temps collectifs est peu discutée, débattue, et pourtant, c'est vraiment très important. Et il y a aussi une inégalité face au temps. Par exemple, des gens qui font le ménage dans Paris, qui n'ont pas les moyens de vivre dans Paris, donc ils doivent travailler en venant de très loin, avec tout ce qu'il peut y avoir de grève, de problèmes de transport. Pareil pour des personnes qui vont venir s'occuper des personnes âgées qui vivent au cœur de Paris et qui elles-mêmes vivent très loin. Donc en fait, il n'y a pas eu une pensée du rapport au temps, il y a une séparation. Et finalement, qui est la personne qui a ce poids de courir et d'être dans ce rapport au temps très contraint, et qui sont ceux qui ne l'ont pas. Voilà, donc je pense que le temps, il y a une dimension très personnelle. Il y a aussi questionné le rapport social au temps et les temporalités dans lesquelles nous-mêmes, on est pris. Et je prenais l'exemple de Paris, mais si je prends quelqu'un qui habite à la campagne, il peut être pris dans la temporalité qu'aujourd'hui, il n'y a que 4 trains dans la journée. Donc, sa propre temporalité à lui est marquée par cette temporalité du changement des horaires de train, par exemple. Oui, parce que je pense que pour ceux qui nous écoutent, vous l'avez bien compris, mais quand même le sujet sous-jacent derrière le temps, pour moi, c'est quand même notre bien-être physique et mental. C'est que cette accélération du temps, en fait, elle est quand même très néfaste à notre bien-être, à ce sentiment, en tout cas, d'ancrage, d'apaisement. Et effectivement, je pense qu'on n'est pas tous égaux. Et tu vois, la campagne, typiquement, quand on est moins exposé aussi au bruit de la ville, à l'agitation, au mouvement, peut-être qu'on a aussi une sensation de ralentissement. Alors que c'est le même temps, hein, on a tous les mêmes horloges, mais je pense qu'on vit pas tous effectivement le temps de la même manière. Alors, on n'a apparemment pas tous les mêmes horloges biologiques. En plus, oui. Aussi, voilà, la façon de vivre le matin, le soir, etc. Et aussi, je pensais en t'écoutant au temps de sommeil. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent que le temps de sommeil est vraiment réduit, alors qu'en fait, le sommeil permet beaucoup de choses. Et je lisais il y a peu de jours aussi un article dans Le Monde qui disait est-ce que le sommeil devrait pas être un enjeu au municipal? Parce que finalement, dans une ville,
Est-ce que j'ai du bruit, pas de bruit? Est-ce que j'ai beaucoup de lumière, peu de lumière? Voilà. Et donc, je trouvais intéressant de dire finalement, là aussi, quel est le rapport que j'ai à mon sommeil, à mon propre rythme biologique? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je l'écoute pas? Est-ce que je suis aussi contrainte? Parce qu'il y a des gens qui doivent travailler de nuit. Euh, donc oui, il y a un vrai questionnement à avoir. Mais c'est intéressant ce sujet aussi des saisons. Tu vois, quand tu regardes les entreprises aujourd'hui, globalement, la société contemporaine nous demande de fonctionner comme si on était tout le temps en été, avec des néons, les mêmes horaires, alors qu'en hiver, effectivement, on est plus fatigué. Donc, c'est intéressant aussi de questionner comment on fonctionne avec les saisons, parce que on n'a pas la même ni créativité ni la même énergie en hiver qu'au printemps ou en été. Et d'ailleurs, on se repose d'ailleurs en été. Mais c'est vrai qu'il y a aussi peut-être quelque chose à réinventer à ce niveau-là. Et oui, et sûrement aussi en lien avec le changement climatique. Si aujourd'hui, dans certains endroits, on doit travailler par 50 degrés à certains moments de l'année, ben, ça change tout. On ne peut pas travailler pareil par 25 degrés ou par 50 degrés. Et je suis d'accord au fait qu'on se soit un peu, avec l'urbanisation, déconnecté des rythmes de la nature. On voit même pas sortir les premières jonquilles ou bourgeonner les cerisiers, etc. Il y a une réflexion née là-dessus. C'est-à-dire qu'on essaie de recréer des îlots de nature dans la vie, on essaie de se rendre compte aussi des bains de forêt. Enfin voilà, il y a plein de retours à la nature, que ce soit le contact avec l'eau, oui, avec la forêt, avec la biodiversité en son ensemble. Mais là aussi, ça demande de repenser l'urbanisme, l'accès ou pas à quelque chose, à un espace vert. Non, c'est vraiment intéressant de voir finalement que ça questionne presque au-delà de notre rapport personnel ou humain au temps, ben, finalement le rapport aussi à la nature et Ouais. au temps du non-humain qui nous impacte quand même beaucoup. Par exemple, je sais pas, aussi de vivre avec un chat, apparemment, ou avec des poissons rouges dans un bocal, ça change notre rapport, notre rythme cardiaque, notre bien-être. Oui, je pense que finalement, le rapport au temps, pour continuer notre conversation, on a parlé du rapport personnel, du rapport organisationnel et social et politique presque du temps. Mais en fait, il y a aussi, je suis d'accord, cette dimension rapport au temps qui nous vient de la nature, Ouais. qui nous vient du rythme des saisons. Oui. Et puis c'est le cas dans certains pays. Quand tu parlais des 50 degrés, il y a des pays où la séance unique, tu vois, le fait de travailler le matin uniquement, ou jusqu'à 14 heures, est une réalité. Et l'après-midi, il fait trop chaud, donc on se repose, on s'isole. Donc il y a déjà des fonctionnements qui sont différents, dictés par la nature et par les températures. Et effectivement, je pense que la France, enfin, on va commencer à se poser la question, parce que c'est vrai que dans certaines villes, il fait quand même très très chaud l'été. Tout le monde ne télétravaille pas, il n'y a pas de climatisation non plus, donc c'est un vrai sujet aussi. Et puis, il y a aussi la vision historique. Par exemple, au Moyen-Âge, on se réveillait pendant la nuit. Et il y avait un moment dans la nuit où on pouvait manger, faire d'autres choses. Donc, selon les époques, on n'a pas du tout pensé le temps de la même façon. Et il y a aussi une expérimentation auquel je repensais avec notre conversation, c'est d'avoir mis un groupe humain dans une grotte et on les a enfermés pour 30 jours et n'avaient aucun lien avec la lumière du jour et aucune horloge, montre, écran d'ordinateur, etc. Et au bout de 30 jours, quand on a ouvert, entre guillemets, la grotte, quand on les a fait sortir, ben, ils comprenaient pas, ils disaient, on n'en est pas du tout à 30 jours, là. Parce qu'en fait, en suivant leur propre rythme, en fait, ils avaient fait des journées et des nuits beaucoup plus longues que celles qu'on a comme rythmes sociaux des temps. Et cette expérience m'a vraiment beaucoup amusée, beaucoup intéressée. Oui, c'est vrai que c'est assez intriguant. Tu as parlé tout à l'heure de concevoir les différents possibles par rapport au futur. Et j'avais une question que je me posais tout à l'heure. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais bien lire les utopies, mais aussi les dystopies, tu vois. Je repense au Meilleur des mondes de Huxley, par exemple. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui vraiment nous met en mouvement? Parce que l'idée de construire un futur, c'est de construire un futur qui nous met en joie, vers lequel on a envie d'aller. Mais parfois, j'ai l'impression que on se met en mouvement pour éviter le pire, tu vois, ce qu'on appelle une dystopie, voilà, un avenir cauchemardesque, plus que pour aller vers quelque chose qui nous paraît peut-être un peu trop utopique parce que pas réaliste, tu vois. Et moi, j'ai regardé il y a pas très longtemps une série, alors que tu connais peut-être, qui s'appelle La Servante écarlate, qui est cette dystopie où les femmes, en fait, sont mises en esclavage pour pallier au manque de reproduction. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un peu parfois ça qui nous pousse à éviter le pire des pires, plutôt qu'à réinventer le meilleur des meilleurs, tu vois. Et je voulais ton regard là-dessus, ton regard de prospectiviste, du coup.
Alors, il y a un nouveau concept. On parle de protopie. Protopie. Donc, voilà. Donc, il y a la dystopie, c'est tout noir. Il y a l'utopie, c'est tout rose. Et on parle aussi d'inventer ou de construire la protopie. Donc, la protopie, c'est un avenir qui va dans le bon sens, mais qui se construit pas à pas, par des expérimentations, et qui est multicolore, entre guillemets. Et ça permet de sortir de cette vision complètement fragmentée et complètement extrême, qui serait forcément tout rose ou tout noir. En fait, ça permet de remettre de la nuance, ce qui manque parfois dans nos débats, dans nos dialogues. Aussi parce que les réseaux sociaux vont tout de suite s'attacher à une image hyper belle, hyper joyeuse, pleine d'espoir, d'un humain qui sauve un autre humain, ou bien au contraire une catastrophe, une image horrible d'un tsunami, voilà. Mais en fait, pour attirer l'attention et la cognition d'un humain, on n'est pas dans la nuance. Donc en fait, cette vague d'écriture ou d'imagination protopique semble intéressante. De la même façon, je trouve intéressant la façon de déconstruire les récits, la narration dans la fiction. Donc il y a des gens qui disent que le premier rapport entre guillemets au récit, c'est un peu le conte avec un héros qui rencontre des difficultés, qui rencontre des gens qui l'aident et il a réussi et ils vécurent heureux et ont de nombreux enfants. Et en fait, il y a des gens qui ont dit il faut peut-être réinventer la fiction. Et on parle d'un texte, par exemple, voilà, qui s'appelle le rôle de la fiction panier, qui est de dire que finalement la fiction se nourrit de plein d'éléments très différents et ça fait des couches et ça sédimente et ça fait une introspection, ça fait voilà. Et donc on n'est pas forcément dans ce schéma uniquement les bloquants, les aidants, voilà. Donc c'est aussi, penser les protopies, c'est aussi réécrire autrement nos fictions. Et ça m'intéresse aussi parce qu'aujourd'hui il y a énormément de livres qui sont écrits par des IA. Ce qui fait que même certains éditeurs ou Amazon, etc., doivent limiter le nombre de livres que quelqu'un peut mettre en ligne ou envoyer. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, les IA s'appuient sur des schémas d'écriture existants. Et donc, la question pour moi, eh bien, c'est à voir, est-ce qu'on peut sortir de schémas existants et en ça, j'aime bien aussi le renouveau de la poésie en ce moment. Si on va dans les librairies, je trouve qu'il y a plus d'espace pour ça. Et parce que pour moi, la poésie a quelque chose justement de fiction panier, de protopie. Et dans une protopie, est-ce que on s'appuie parce que je me demande si pour inventer le futur, on a toujours besoin de s'appuyer sur le passé, ou est-ce qu'on peut vraiment inventer quelque chose en rupture avec les schémas qu'on connaît jusqu'à présent en fait? Alors oui, alors déjà, il y a beaucoup de gens qui disent on ne fait que reproduire le passé. Donc il y a eu des courants qu'on appelle contrefactuels, qui avaient pour objectif de dire on n'est pas obligé juste de réinventer le passé parce qu'on peut écrire d'autres passés. Donc l'idée c'est de dire on peut inventer un passé où ce serait passé autre chose, et le fait d'inventer ce passé où il se serait passé autre chose, on va créer un futur différent. La vision de l'auteur qui a inventé le mot protopie, qui s'appelle Kevin Kelly, et je pense que c'était dans les années 2010, c'est plus pour lui pas uniquement par rapport au passé, mais c'est de se dire qu'il y a une crise des imaginaires et qu'on peut repenser des productions culturelles qui, par la façon dont on les pense, par le processus lui-même, permet une autre forme de récit. Il l'a d'ailleurs fait vraiment à un moment où il y avait beaucoup d'avenir qui était technologique, avec une vision assez presque caricaturale aussi des dystopies qui allaient venir par les nouvelles technologies. Et donc lui s'est dit finalement, est-ce que je peux pas faire autrement, inventer d'autres alternatives, voilà. Mais après, ça c'est un mot, c'est un vocabulaire. Il y a plein d'autres mots qui ont été créés. Par exemple l'hétérotopie de Michel Foucault, etc. Donc si on ouvre cette boîte, il y a plein de penseurs qui essayent de sortir des schémas dystopie, utopie. Après c'est dur pour nous de sortir de la caricature, voilà. Et puis ça peut paraître aussi un discours un peu intellectuel, déconstruit, etc. Et c'est difficile aussi de diffuser ça, même par rapport aux enfants. Qu'est-ce qu'on leur fait lire comme fiction ou comme album, et en quoi ça leur montre des nuances. Ouais, non, pas facile. Et du coup, moi, je me demandais, dans tout ça, finalement, quelle est la place de notre audace, tu vois, pour écrire ces futurs? Est-ce qu'on a besoin d'audace pour écrire le demain? Oui, je pense qu'on a besoin d'audace, on a besoin d'oser et on a besoin de courage. Parce que souvent, pour dévier d'une pensée majoritaire,
faut énormément de courage pour l'exprimer. Je trouve qu'il y a plein d'initiatives aujourd'hui aussi pour oser, pour remettre la question de qu'est-ce que j'ose faire. Et j'aime beaucoup une expérience qui a été montée par Éloi Saint-Brie et d'autres de sa clique, qui est un spectacle qui s'appelle Beyond, donc aller au-delà. Et il met sur scène des gens qui ont osé, qui ont eu l'audace de faire autrement. Et j'aime beaucoup cette approche. Alors c'est à la fois, je sais pas, une jeune femme qui part en bateau, se faire prendre dans les glaces et qui passe tout un hiver comme ça, mais c'est aussi un SDF parisien qui est sorti de la rue et qui est devenu éboueur. C'est aussi un jeune qui a fui Alep pendant la guerre, qui est en formation pour devenir architecte. Donc ce qui est intéressant, c'est ça. Et le parcours qu'il propose, c'est au début, c'est projeté sur le rideau du spectacle. Ah non, mais moi, vraiment, je peux pas oser parce que si je me trompe, c'est horrible. Et voilà, donc que des phrases qui expliquent pourquoi on peut pas oser. Et après, c'est moi, j'oserais si. J'oserais si mes amis me soutenaient, j'oserais si, etc. Et seulement après, on a ces exemples. Et à la fin du spectacle, la possibilité de s'écrire une lettre à soi-même. Qu'est-ce qui ferait que j'oserais? Voilà. Donc déjà se poser la question, c'est intéressant. Et la question de l'audace, j'aime bien aussi le lier à la responsabilité, à une forme d'éthique du futur. C'est ce qu'on ose faire, mais c'est aussi là où on dit non. Là où on dit non, ça, je ne le ferai pas. Et parfois, j'ai aussi l'impression que c'est presque plus facile d'oser, et on est plus mis en valeur dans la société si on a osé innover, faire un truc dément, que si on a dit non. Or, en fait, dire non, c'est aussi incarner une forme d'éthique et de responsabilité qui peut préserver les générations futures. Et d'ailleurs, la question pour moi de tous les débats qui ont lieu en ce moment au Pays de Galles, puis au Royaume-Uni et même jusqu'à l'Union européenne ou l'ONU sur la prise en compte des générations futures dans les décisions publiques, c'est aussi se dire, mais voilà, ça on ne le fera pas parce que ça nuirait à des générations qui seront 3, 4, 5 générations plus loin que nous. Donc c'est aussi une façon d'incarner le temps long dans ce qu'on fait et dans ce qu'on décide de ne pas faire. Comment toi, dans ta vie, peut-être une question un peu plus personnelle, Cécile, mais comment toi tu cultives justement cette audace, tu vois, d'oser au quotidien? Comment ça s'incarne chez toi? Alors je dirais pas du tout que c'est facile. Moi j'étais salariée pendant une dizaine d'années. J'ai adoré être la directrice de la prospective pour le groupe AXA. Et c'est pas facile du tout de partir, de dire, ben voilà, en fait, moi je vais créer ma propre structure. Je vais accompagner des organisations à penser l'avenir autrement. C'est plus confortable d'être dans un paquebot, de savoir exactement à la fin du mois quel salaire on a, etc. Et d'un autre côté, le fait de partir m'a donné beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie, beaucoup plus de place à ma singularité, à ma créativité. Mais après, ça met face à une très grande responsabilité, parce que je me lève le matin et c'est à quoi, à qui je donne mon temps en conscience, en fait. Donc oui, je pense que ça, c'était peut-être quelque chose que j'ai senti, en tout cas pour moi, de très osé. J'ai eu l'impression de sauter dans le vide. Donc oui, je vois bien comment il a fallu parfois de l'audace, du courage pour oser des choses. Et je dis pas du tout que c'est facile. Je pense que c'est pas facile. Et ce qui permet aussi de le faire, c'est d'être bien accompagné, bien entouré. Sans ça, je pense que c'est encore plus difficile. Tu parles justement des entreprises. Je voulais aussi qu'on parle un peu de leadership. Tu vois, moi, j'accompagne justement les entreprises à remettre ce qu'on appelle du care, C-A-R-E, dans le leadership, parce que moi, je suis convaincue que quand on prend soin de soi et des autres, c'est là justement, on peut révéler ses ressources et son potentiel pour construire, tu vois, le demain. Et moi, ma phrase, c'est le leadership de demain se régénère aujourd'hui. Et je voulais te faire réagir sur ça. Comment toi, ça résonne pour toi, cette idée aussi du soin, de comment on soigne le présent pour construire l'avenir? Alors, il y a plein de penseurs beaucoup plus légitimes que moi pour parler de ça, et j'aime bien aussi les travaux de Cynthia Fleury, par exemple. Mais si je devais en dire quelque chose, c'est comme s'il y avait deux schémas de leadership, je mets beaucoup de guillemets, un schéma de leadership par la domination, et donc par aussi une forme de violence, etc., qu'on peut voir incarnée par certains présidents, comme par exemple Trump. Et de l'autre côté, on pourrait avoir un leadership de la considération. Et là, je me demande si aussi on n'a pas certaines figures, comme on a eu la
première ministre en Nouvelle-Zélande, comme on a peut-être la première ministre du Danemark. Enfin voilà, donc comment être dans un leadership de la considération plutôt que de la domination. Et ensuite, moi, un questionnement aussi que j'ai par rapport au care, c'est à quel point on a remis sur les épaules, je mets beaucoup de guillemets, des femmes, le care, avec un temps passé, un temps souvent invisibilisé, passé à prendre soin, pas uniquement dans sa famille ou en tant qu'aidant à domicile, mais beaucoup aussi dans l'entreprise. Et comme si du coup, ça crée une charge qui n'est pas répartie de la même façon, alors que pour moi, le prendre soin, la considération n'est pas genrée. Et donc le care doit s'intégrer peut-être avec une autre image mentale que celle qu'on a du féminin soignant, attentif. Voilà. Et ça, c'est une vraie question de comment, en fait, ce geste de prendre soin de l'autre ou prendre soin de la nature ou prendre soin des générations futures peut être fait sans que ce soit une caricature de bisounours, voilà, de gens qui finalement seront marginalisés parce qu'aujourd'hui, c'est pas la norme dominante. Voilà, donc oui, c'est vraiment une question importante, surtout qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a aussi énormément de problèmes de santé mentale, hein, de gens qui souffrent de dépression, même chez les plus jeunes, hein, même chez les enfants. Donc la question aussi, c'est comment est-ce qu'on remet ce lien avec le prendre soin dès le plus jeune âge pour mieux prévenir aussi et mieux soigner les personnes qui ont besoin de cette attention. Et ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, à deux choses. Il y a une forme d'audace aussi, comme tu disais, c'est aussi aller un peu contre-courant, de se dire, bah aussi, je prends soin plutôt que d'être dans la production permanente. Et c'est aussi une façon de dire non. Tu as dit, tu l'as évoqué tout à l'heure, de dire non à certaines choses, comment aussi je préserve la qualité de mon temps, la qualité de mon attention. Donc c'est des vrais choix, mais qui sont parfois aussi un peu à contre-courant, tu vois. À contre-courant d'aller de produire productivité et jusqu'à épuisement finalement, parce que c'est souvent ça qu'on observe malheureusement. J'aime bien aussi le mot que tu as employé tout à l'heure qui était régénératif. Donc ça, c'est un mot qu'on voit beaucoup revenir sur le devant de la scène en ce moment. On parle d'entreprise régénérative, même au sein de l'AFNOR, l'Association française de normalisation, il y a un travail sur qu'est-ce que c'est qu'une entreprise régénérative. Donc là, l'idée, c'est quand même de se pencher sur le vivant, parce que le vivant se régénère dans la forme d'écosystème. Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour les organisations humaines? Et je pense que c'est intéressant ce schéma de dire finalement qu'est-ce que c'est qu'une organisation régénérative. Et donc j'invite les personnes qui écoutent à aussi aller voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait, peut-être lire des exemples aussi d'entreprises qui ont tenté de plus être dans un modèle régénératif. Voilà, c'est intéressant ce courant un peu, j'allais dire, biomimétique, de dire qu'est-ce que la nature nous montre que l'on pourrait apprendre mieux. Il y a aussi des travaux très connus maintenant d'Olivier Hamant sur la robustesse, disant que finalement la nature est plus robuste que nous. Et pourquoi? Parce que la nature accepte d'être moins performant pour être plus durable, soutenable. Et donc lui, son discours, c'est vraiment de dire finalement, est-ce que l'entreprise aussi, pour pouvoir mieux affronter des chocs, des crises demain, pourrait faire ce pivot, de dire je renonce un peu aujourd'hui à de la performance, mais pour mieux affronter des risques ou des crises ou des situations complexes qui arriveraient demain. Voilà, donc beaucoup de débats aujourd'hui sur ces mots, enfin, le modèle régénératif, la robustesse, beaucoup de débats sur la résilience des individus, des organisations, la résilience technologique, l'adaptabilité, l'adaptation. Donc c'est intéressant de voir aussi toutes ces nouvelles postures qui émergent pour se dire finalement comment je peux me projeter dans un futur joyeux, désirable. C'est intéressant, la prévention, la précaution, enfin il y a tout un champ de concepts que je trouve aussi très fort pour mieux penser l'avenir. Oui, et puis dans cette idée de robustesse, ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée de cyclicité. C'est que tout n'est pas forcément linéaire. Tu vois, parfois on se dit que l'histoire est un peu une ligne droite, et en fait, on le voit bien, que ça soit dans les saisons, mais aussi dans notre énergie, que finalement, on a des cycles, et que c'est intéressant aussi de s'autoriser des changements, des cycles. Notre corps est cyclique aussi, surtout les femmes. Et donc, il y a cette idée aussi de cyclicité qui est intéressante pour, tu vois, reconstruire aussi des nouveaux possibles, je trouve, à chaque fois. Et c'est vrai que c'est difficile parce que ça veut dire aussi intégrer des moments pour ne rien faire. Ouais. Des moments pour s'ennuyer. Ça, c'est difficile aujourd'hui, d'accepter cette
je mets beaucoup de guillemets, hein, se ne rien faire, se s'ennuyer. On peut pas toujours être performant tout le temps. Et c'est compliqué aussi de déconstruire ça, parce qu'on demande de nous justement d'être voilà, d'être performant, d'atteindre des objectifs. Et donc il y a peut-être un pas de côté aussi à faire de cette nature. Je dis pas du tout que c'est facile, mais d'oser, avoir l'audace de dire bah là je fais rien. Ouais, et puis rien faire, finalement, c'est jamais ne rien faire, parce que, tu vois, c'est toujours un moment de reconnexion à soi, à mes capacités. C'est des moments aussi où la créativité émerge beaucoup plus. Parce que quand on est envahi de pensée, bah, la créativité, elle est quand même très basse. Et ça, je pense que tout le monde a pu l'observer, c'est quand on se pose, qu'on arrête un petit peu ce qu'on fait, que là, une idée surgit et qu'on peut l'accueillir au vol. Donc, c'est peut-être aussi les mots, tu vois, quand on se dit je ne fais rien. Parce que parfois, on me dit méditer, c'est ne rien faire. Et en fait, non, c'est pas ne rien faire. Enfin, c'est ne rien faire, ne rien produire peut-être, mais je trouve que les mots ont leur peut-être joué un rôle dans le regard qu'on pose sur ça, tu vois. Alors, ça résonne beaucoup avec une pensée que j'avais eue sur le vide. On peut avoir très très peur du vide. En fait, il n'y a pas de vide. Dans la nature et dans nos vies, il n'y a pas de vide. On découvre que du coup, quand on fait du vide, il y a plein d'autres choses qui apparaissent. Mais pareil, le mot vide, on peut avoir très peur du vide. Oui, là, finalement, c'est déconstruire un peu qu'est-ce qu'on voit derrière certains concepts. Parce que t'as raison, le vide n'existe pas. Plus tu zoomes et plus il y a des choses finalement qui sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais C'est intéressant de voir finalement la place qu'on laisse ou pas aujourd'hui au vide, à sa reconnaissance sociale, ou à du bricolage qu'on doit faire soi-même pour avoir ce vide. Par exemple, mettre dans son agenda Outlook une fausse réunion, qui est en fait une réunion avec soi-même, pour avoir un vrai moment de pause, plutôt qu'avoir un agenda qui s'enchaîne, qui s'enchaîne, qui s'enchaîne. Donc il y a aussi un bricolage des gens pour retrouver du vide. ouais, mais c'est reprendre sa responsabilité, parce que c'est vrai que l'extérieur ne te proposera, en tout cas rarement, te proposera du vide. Donc c'est aussi à soi de se remettre ces moments de vide, tu vois. C'est comme certaines réunions, maintenant on commence à mettre des réunions, tu vois, de 45 minutes pour se laisser des espaces de 15 minutes entre nos réunions et pas jongler d'une réunion à une autre. Mais tu as raison, c'est aussi déconstruire les pratiques et aller aussi un peu à contre-courant de ce qui se fait, mais je pense que si on le fait pas pour soi, c'est difficile d'attendre que l'extérieur le fasse. Je suis d'accord. Toi, qu'est-ce qui te met... Est-ce qu'il y a des choses qui te mettent en joie, Cécile, par rapport au futur? Des réflexions qui te donnent quand même la banane dans tout, dans toutes ces nouvelles qu'on peut regarder avec voilà, beaucoup d'abattement, mais aussi se dire qu'il y a un champ d'opportunités qui s'ouvre. Qu'est-ce qui te met en joie? Est-ce qu'il y a des choses déjà qui te mettent en joie? La discussion avec les plus petits, les enfants, les jeunes, ça me donne beaucoup d'espoir. Le beau aussi, parce que je trouve que le beau, ça nous guide. Et faire du beau, c'est une projection qui est intime et à la fois collective, qui peut se partager. Donc voilà, moi j'aime bien ces moments aussi par exemple dans le spectacle vivant, où tout le monde est parti dans un autre imaginaire, mais collectivement face à quelque chose de beau, d'émouvant, de touchant. Et peut-être qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, où on aura des films faits par IA, etc., on aura encore plus de valeur de ces échanges humains entre générations, de ces moments de collectifs, de projection dans du beau. Et peut-être que ces moments-là auront encore plus de force pour nous donner des désirs d'avenir ensemble. Et à la rigueur, je dirais que c'est pas nouveau, hein, parce que le théâtre grec bah, ça a eu un énorme impact pour la catharsis, se vider de nos violences, de nos pulsions, pour construire la démocratie. Donc peut-être que finalement, on va retrouver ces espaces-là de théâtre, de spectacles vivants, de danse, de musique. Peut-être que le beau peut être une clé. Donc je dirais l'intergénérationnel et puis peut-être le beau. Merci beaucoup, Cécile. On arrive au bout de notre échange. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire, là, pour finir? Est-ce qu'il y a un mot ou une idée qui te vient pour clôturer presque cette heure passée ensemble? Déjà, merci, parce que j'ai beaucoup de gratitude pour les dialogues que j'ai la chance d'avoir. J'écris en ce moment un livre sur le pouvoir du temps long, et chacun des dialogues que j'ai nourrit ma pensée, ma réflexion pour écrire ce livre.
Et ensuite, j'ai envie de dire, j'espère que les gens pourront peut-être mettre un petit livre dans dans leur sac ou sur leur table de nuit, parce que pour moi, le temps de la lecture, c'est aussi un cadeau qu'on se fait pour muscler son imaginaire. Et je crois beaucoup que de même qu'on muscle son corps pour rester en bonne santé, muscler son imaginaire, c'est aussi une façon de prendre soin de soi et de veiller à ce que nos sociétés prennent soin d'elles-mêmes. Donc voilà, peut-être conseiller d'aller prendre n'importe quel roman qui vous tendrait les bras et mettre un peu d'imaginaire dans la suite de votre semaine ou de votre mois. Super, j'adore cette expression muscler son imaginaire et je te rejoins beaucoup sur le pouvoir de la lecture, donc accrochez-vous à vos livres, en tout cas prenez-en un pour la route. Merci infiniment Cécile, moi j'ai passé une très belle heure en ta compagnie et merci pour toutes ces réflexions et ces partages. Merci encore et puis peut-être, qui sait, à une prochaine. À une prochaine, à bientôt. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.